aloro kunomi demgal flakay ko demgal aloro kunomi gandal flar mofti gandal aloro Donc je vais vous présenter maintenant le concept de ce qu'on appelle la mine responsable. Donc c'est un projet qui a eu lieu en France de 2015 à 2017 et c'était dans le cadre d'une reprise minière dans l'Hexagone. Alors on parle de mine responsable, mais avant tout cela veut dire que l'activité minière est-elle irresponsable? Alors il se trouve que la mine, comme toute activité minière, affecte significativement l'environnement humain. Donc ceux dans l'imaginaire collectif, souvent un passif assez lourd, donc lié à des catastrophes, donc des coups de grisou par exemple dans les mines de charbon, la silicose affectant la santé des mineurs, les éboulements également, que ce soit en galerie ou à ciel ouvert, et également les inondations, donc comme on peut le voir très récemment avec la rupture de digues à stérile d'une mine de fer au Brésil. Également un passif lourd associé à une image liée à l'environnement avec des dommages importants, notamment le drainage minier acide, les poussières nocives pouvant être rejetées notamment dans le cadre du traitement des minerais avec les usines afférentes au site d'extraction, et également la pollution des eaux, que ce soit des rivières ou des nappes phréatiques. Les mines sont aussi associées souvent, bien sûr, à des revenus assez importants et qui peuvent être détournés, notamment pour financer des groupuscules, qu'ils soient terroristes ou séparatistes ou de guérilla, et donc associés bien sûr à des minerais de sang ou de conflits, et donc à une portée aussi géopolitique. Également mise en cause par les anti-mines, le passif lourd associé notamment à des opérations spéculatives, donc notamment via de la corruption, l'évasion fiscale, la ruine des actionnaires, et ça c'est parfaitement illustré par un scandale qui s'appelle le scandale Breix, qui a eu lieu à la fin des années 90, où il s'agissait d'une soi-disant mine d'or, l'une des plus importantes au monde, qui avait pris place en Indonésie, et en fait la petite compagnie qui avait fait la promotion de ce permis avait en fait faussé les résultats et avait ce qu'on appelle salé le minerai, c'est-à-dire avait artificiellement augmenté la teneur en or pour pouvoir leurrer et attirer des investisseurs. Donc il y a eu des dizaines et des dizaines de millions de dollars en jeu, et quand le poteau rose a été découvert, il y a eu une ruine sans précédent des actionnaires, ce qui a conduit par la suite justement à élaborer des normes, notamment type JORC par exemple, ou NI 4301. Alors depuis la fin du XXe siècle, il y a tout de même une prise de conscience qui va de pair avec l'activité minière et le développement d'une notion, notamment le développement durable et la responsabilité sociétale. On a vu se développer plusieurs concepts emboîtés vis-à-vis de l'industrie extractive. Alors ils se recouvrent plus ou moins. Vous avez par exemple la stratégie institutionnelle pour un développement durable de l'industrie extractive. Vous avez également la mine durable, qui est un terme qui personnellement moi ne me plaît pas trop, puisque par définition une mine n'est pas durable dans le temps, donc il faut faire attention à cette mention là. Et enfin le concept de mine responsable, et ces trois grands concepts finalement plus ou moins emboîtés en termes d'impact, de prendre en considération l'environnement, l'économie et la société, vraiment les trois piliers du développement durable, ont vu également émerger une autre notion qui est le permis social d'exploiter, donc le SLO en anglais, Social License to Operate. Alors ce permis social d'exploiter, justement, on peut l'assimiler également à un contrat social entre les différentes parties prenantes qui prennent part à un projet minier. Et ces parties prenantes, finalement, on le voit sur le graphique ici à droite, elles ont évolué, et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Disons que la pression sociétale s'est fait de plus en plus croissante. Disons que depuis les temps immémoriaux, l'homme puise ses richesses du sous-sol. Donc à la préhistoire, ça pouvait être par exemple le silex, où la seule contrainte était finalement de trouver des gisements pour extraire le silex. Mais il n'y avait pas d'autres contraintes finalement. Donc c'était la condition de la découverte et de son accès. Puis au cours du 19e siècle, la révolution industrielle étant ce qu'elle est, la demande en ressources minérales a augmenté, a même explosé, notamment avec l'avènement des machines à vapeur et autres industries, faisant appel notamment à l'extraction du charbon. Et il se trouve que notamment en Europe, bien sûr, la révolution industrielle génère
du profit. Et donc via les mines, forcément, il faut les financer. Et finalement, le fait de vendre ces ressources minérales, ça permet de créer de l'économie et donc du capital. Donc finalement, dans le temps, vous avez une nouvelle contrainte, il faut que les mines soient rentables. Et justement, au fur et à mesure de cette révolution industrielle, bien sûr, la condition des travailleurs, la condition de vie des travailleurs dans les mines, souvent associée d'ailleurs en Europe, mais surtout en France, est souvent associée un peu à cette image négative des gueules noires dessinée dans le roman d'Émile Zola, hein, Germinal, où effectivement la condition de vie des mineurs est terrible, le travail des enfants, la condition des femmes, et bien sûr le mineur au fond. Cela a amené notamment à des grèves et des révoltes. Hein. En France, on a la célèbre grève des mineurs de Carmaux. Et finalement, bien, on voit qu'une contrainte supplémentaire qui s'ajoute, c'est celle des travailleurs et de leurs conditions de vie, qui, une fois unis, ont créé des syndicats pour mieux négocier leurs conditions de travail vis-à-vis des propriétaires des mines. Puis, au fur et à mesure du XXe siècle, bien sûr, avec les problèmes non gérés parfois, non encadrés de l'exploitation minière, il y a eu des impacts sur l'environnement, qui est une nouvelle contrainte qui s'ajoute au fur et à mesure du XXe siècle, notamment avec l'émergence du concept de développement durable. Puis, fin du XXe et début du XXIe, on a vu se monter aussi des collectifs, hein, pour faire entendre leur voix, notamment les communautés locales, mais les communautés en général. Que ce soit les mineurs, que ce soit des investisseurs, des actionnaires, mais également des ONG, les environnementalistes, bref, toute une proportion de parties prenantes qui apportent une nouvelle contrainte également pour finalement encadrer mieux cette exploitation minière. Et l'autre question maintenant qui arrive de plus en plus, c'est d'avoir une équité, c'est-à-dire que tout le monde soit gagnant, que ce soit du point de vue environnemental, sociétal et économique. Donc finalement, tout au long de ces siècles, la pression sociétale s'est fait croissante avec différentes contraintes au fur et à mesure accumulées, amenant justement à ce permis social d'exploiter. Alors si on y revient un peu plus en détail, le permis social d'exploiter s'entend de l'acceptation par les collectivités locales, tant des sociétés minières que de leurs projets. C'est un permis social, mais qui ne désigne pas forcément un accord ou un document officiel, mais qui implique la crédibilité, la fiabilité et l'acceptation réelle ou actuelle des sociétés minières et de leurs projets. On parle souvent d'ailleurs aujourd'hui de projets de territoire où il faut justement montrer sa crédibilité, sa fiabilité, donc mettre une parole en jeu vis-à-vis des différentes parties prenantes. Et ce permis, finalement, social d'exploiter, il est attribué par les parties prenantes, et c'est ce que je dis, toujours en fonction de la crédibilité des sociétés minières. Alors, les parties prenantes, ce sont les communautés locales, c'est la société civile en général, les ONG, donc par exemple WWF, par exemple, et encore les administrations locales. Et l'originalité justement du permis social d'exploiter, c'est pas parce que la compagnie a fait preuve au départ d'une crédibilité, d'une fiabilité et qu'elle a obtenu l'acceptation des communautés locales et des différentes parties prenantes que tout au long de son projet, elle va pouvoir l'exploiter tranquillement. C'est-à-dire que ce permis social d'exploiter, à n'importe quel moment au cours de la vie d'un projet minier, il peut être remis en cause, voire révoqué. Et finalement, l'important, c'est de voir que ce permis social d'exploiter, il n'est jamais tenu pour acquis. Alors, comment l'obtenir, ce permis social ? Eh bien, c'est là où on voit justement le recouvrement entre le domaine minier faisant plus appel à des géologues et autres, plus scientifiques, et justement l'avènement aussi de la culture, on va dire, des sciences sociales et humaines, pour mieux comprendre justement comment obtenir cette acceptation et cette appropriation in fine. Donc il se trouve que l'étage le plus bas, c'est l'absence de légitimité vis-à-vis de la compagnie minière. Donc là, on a un rejet pur et simple du projet. Ensuite, si la compagnie minière fait preuve d'une certaine confiance, de mise en relation avec les différentes parties prenantes, et crédible aux yeux de tous, on arrive à une acceptation du projet. À ce moment-là, le projet minier est toléré sur le territoire et vis-à-vis des parties prenantes. Mais c'est juste toléré, ils ne s'en font pas un porte-étendard. Ce qui se passe après, c'est on a une approbation encore plus forte qui peut être liée à une plus forte crédibilité et une confiance vraiment établie. Et enfin, le plus haut niveau de confiance, on arrive en fait à l'appropriation. C'est-à-dire que les différentes parties prenantes vont même se faire le porte-voix de ce projet, vont être fiers localement d'avoir ce projet sur place.
Alors les parties prenantes, je vous en parle depuis le début. Lesquelles sont-elles? Donc vous avez les populations locales, bien sûr, susceptibles d'être affectées par l'activité minière en tant que telle. Les peuples autochtones, les exploitants agricoles, puisqu'on connaît les conflits d'usage qu'il peut y avoir entre les deux activités, qu'elles soient minières ou agricoles. Les travailleurs locaux ou émigrés, donc on sait très bien que, notamment dans le cas des mines artisanales, ça fait travailler les gens qui sont sur place, mais ça amène aussi à des ruées, donc c'est-à-dire des travailleurs émigrés. Les mineurs artisans en tant que tels font partie bien sûr des parties prenantes. Les autorités du pays d'accueil où il y a le gisement. Il y a également les organisations de la société civile, les ONG également, d'autres entreprises du secteur, ça peut être des équipementiers notamment, les investisseurs, les actionnaires bien entendu, les partenaires économiques ou encore enfin bien sûr les médias. Souvent on parle des médias comme d'un quatrième pouvoir. Alors l'activité minière en Afrique, ce qui ressort globalement d'une synthèse qu'on peut faire dans ce qu'on lit en général, c'est que le continent finalement est souvent considéré comme sous-exploré, mal connu. Autrement dit, les gisements, vous savez très bien qu'ils ne se répartissent pas de façon aléatoire, c'est-à-dire que c'est la géologie qui va dicter l'emplacement, si oui ou non il y a une richesse minérale à extraire. Et pour savoir ça, il faut avoir notamment un document de base qui est la carte géologique, je ne vous l'apprends pas. Et il se trouve que dans la majorité des pays, cette couverture géologique est souvent obsolète, c'est-à-dire ancienne, et faisant appel à des concepts géologiques assez dépassés. Et donc il y a un manque de réactualisation ou tout simplement un manque de précision, c'est-à-dire que on a souvent des cartes d'une précision largement inférieure aux 200 000, c'est-à-dire on est plutôt aux alentours du 500 millième dans la majeure partie des cas. Même si de plus en plus maintenant, la majorité des pays, grâce à des subventions, des programmes nationaux de cartographie, arrivent à cette échelle de 200 millième qu'il faut ensuite normalement réduire au fur et à mesure, couplé avec ça avec une couverture géophysique, une couverture géochimique, etc. Et l'autre souci aussi qui apparaît souvent, c'est que les services géologiques, donc qui ont en charge justement cette connaissance du potentiel minier d'un pays, sont parfois insuffisamment armés pour répondre à ces enjeux au niveau d'un pays, et montrent parfois notamment un manque de personnel sensibilisé, et que ça soit notamment pour la mine artisanale ici en particulier. Alors en Afrique, bien sûr, il y a une spécificité, c'est cette dualité des exploitations minières, puisqu'on a les mines industrielles, donc souvent prises en main par des sociétés d'État assez importantes ou des sociétés étrangères à fort capital, ce qu'on appelle les majors. Et puis vous avez bien sûr les mines artisanales et à petite échelle, qui en Afrique, alors c'est difficile d'avoir des chiffres, mais qui directement pourraient impliquer entre 5 à 6 millions de personnes, donc ce qui est loin d'être négligeable, et qui souvent dans beaucoup de pays impliquent plus de la moitié de la production minière d'un pays sont souvent faites à partir des mines artisanales. Et on estime qu'environ 25 millions de personnes dans le monde sont directement impliquées dans les mines artisanales. Et l'autre point sensible lié à l'activité minière en Afrique, c'est que justement cette mine artisanale, donc conduite par les mineurs artisans, ces mineurs sont souvent peu sensibilisés à l'environnement minier, donc faire attention, appliquer des bonnes pratiques pour pouvoir exploiter d'une façon responsable vis-à-vis de l'environnement, et également des bonnes pratiques aussi dans le terme sociétal, social également. Et lorsqu'une activité minière est justement mal cadrée, où il y a un manque de connaissances, où il y a un manque d'encadrement, où il y a un manque de bonnes pratiques, notamment pour la mine artisanale, ce qui se passe, c'est qu'on a le développement d'une économie de contrebande, avec des zones complètement tribales, parfois, où l'état de droit n'est pas appliqué, ou très peu. Ça permet aussi, malheureusement, c'est ce que je disais en tout début, de financer parfois des groupuscules, qui soient terroristes ou séparatistes ou autres, amenant à des guerres civiles. Et ce sont les fameux minerais de conflit. On a connu malheureusement l'exemple du diamant dans les années 90, notamment en Sierra Leone. Ça amène également à de la corruption, la pollution, bien sûr, de l'environnement, et le risque sanitaire et social avec tout ce qui est associé, des maladies, la prostitution, la déscolarisation, notamment avec le travail des enfants, ou encore l'alcoolisme, et la consommation de drogue et autres psychotropes. Quant à la mine industrielle, elle est souvent trop étrangère. Évidemment, lorsqu'un pays n'est pas armé pour pouvoir répondre justement à la pression venue de l'extérieur et vis-à-vis de l'appât du gain, souvent cette exploitation elle est confiée à des sociétés du privé et souvent très étrangères, avec des retombées souvent limitées pour le pays local.
Donc l'État en question peine parfois à se reposer sur des compétences locales justement pour l'aider dans ses décisions et son expertise du secteur, en disant attention, nous on connaît très bien comment ça se passe, donc si vous nous faites pas un bon dossier, si vous nous apparaissez pas crédible justement, on va avoir du mal à établir une relation de confiance et donc du coup à vous confier un permis et une exploitation in fine ou une exploration. Et finalement ce manque de compétences handicape le développement de sociétés publiques ou du moins locales. Alors, il y a différents points qui permettent de tendre vers un cadre minier dit plus responsable, hein, c'est-à-dire déjà améliorer la gouvernance des ressources minérales. Donc ça passe déjà par un meilleur octroi des permis miniers, où justement est associé en filigrane ce fameux permis social d'exploiter, où on prend en compte la transparence, donc la relation de confiance, établie sur la crédibilité de la société ou des artisans qui souhaitent avoir un permis, et également l'équité. Il faut bien faire attention à bien gérer les conflits d'usage. C'est également mieux profiter de la hausse des cours, donc, notamment pour les métaux, pour que l'État en tire le maximum de bénéfices, pour qu'en plus il puisse le redistribuer sur les populations locales. C'est ensuite, je le disais tout à l'heure, améliorer les connaissances géologiques de base. Connaître mieux son sous-sol, c'est mieux gérer justement son potentiel. Donc ça passe par de la couverture cartographique géologique à différentes échelles, plus précises, donc le 200 millième, le 100 000 et dans l'un des meilleurs des cas, le 50 000. C'est également couvrir à l'échelle de tout un territoire par différentes méthodes géophysiques et aussi mener des campagnes de géochimie également pour pouvoir repérer des anomalies, donc géochimiques, géophysiques, qui couplées à la connaissance des roches affleurantes via la cartographie géologique permettent de mieux considérer comment sont organisés les potentiels miniers d'un sous-sol et d'un pays. Alors bien sûr, il ne faut pas se limiter à juste récupérer des données collectées, que ce soit géophysiques, géochimiques ou cartographiques sur le terrain. Une fois qu'on les a, ces données, il faut les organiser, il faut les trier, il faut les archiver. Et donc du coup, les infrastructures sont très importantes. Ces infrastructures sont aussi d'autant plus importantes pour le cadastre minier, pour avoir des données foncières claires et précises, pour pouvoir justement améliorer cette gouvernance, notamment dans la voie d'octroi des permis, et éviter les conflits d'usage et avoir une meilleure équité. C'est également avoir ce lien d'archivage, c'est important, puisque on sait que parfois on a beaucoup le problème des concessions dites orphelines. Donc le problème c'est d'avoir un tracé, et de savoir s'il y a ou non un tracé, et de garder en mémoire ce qui s'est fait par le passé. Et c'est également mieux prendre en compte le droit des populations riveraines, notamment les terres agricoles, qu'on n'éjecte pas, qu'on n'exclut pas des agriculteurs, parce que voilà, ils ont leur permis normalement, ils ont leur acte de propriété. Mais effectivement, si on a une base de données qui n'est pas fiable, qui n'a pas archivé cela, ça va être très dur pour lui, face à des compagnies, de justifier, lui, de son droit de propriété. Enfin, il faudrait améliorer l'indépendance des autorités compétentes, donc autrement dit, former et asseoir les compétences techniques et scientifiques des géologues des services géologiques nationaux, en lien justement avec les ressources minérales. Donc là ici je passe, c'est plus pour de la documentation que vous ayez ça dans la présentation. C'est justement ces conflits d'usage qu'il peut y avoir entre les mines industrielles et les mines artisanales. Alors il y a souvent le débat de dire pourquoi favoriser une compagnie souvent étrangère qui va exploiter le sous-sol du pays et qui finalement va récupérer la majeure partie du profit, alors que la mine artisanale pourrait, elle, avoir des meilleures retombées au niveau local. Donc là, c'est d'essayer de voir les bonnes pratiques. Donc c'est dans un guide de l'OCDE, justement, sur les parties prenantes engagées. Et justement, voir limiter au maximum ce que peut faire une compagnie minière vis-à-vis de la communauté des artisans mineurs. Donc là, c'est encore la suite justement de ces exemples. Alors pour ce concept de mine responsable, effectivement, il y a plusieurs initiatives au niveau mondial qui, je pense, est importante, cette liste, que les personnels des services géologiques en charge justement de la mine artisanale soient au courant de ce qui se fait, de ce qui existe comme texte. Puisque parfois, il est plus facile justement de se référer déjà à des initiatives qui sont mondialement reconnues, plutôt que de partir de zéro et prendre plusieurs années à établir une législation in fine, ce qui, normalement, doit être fait in fine. Mais pourquoi pas déjà se baser sur ce qui existe. Donc je vous ai mis en bleu gras là différents exemples, donc je ne vais pas vous les présenter dans le détail, c'est pour vous, vous les verrez bien dans la présentation.
Donc je les passe au fur et à mesure et vous aurez tout le loisir de pouvoir les regarder. J'ai mis les adresses également internet, vous pourrez consulter. Donc je passe et je vais m'appesantir plus sur... Je passe... Voilà, donc c'est sur cette initiative également, puisque c'est un texte en français, puisque les majeures parties des autres actions, là, c'est souvent des textes en anglais. Donc là, cette action mine responsable, justement, c'était en France donc de 2015 à 2017. Donc l'objectif, finalement, c'était d'essayer d'établir un état des lieux de ce que pouvaient être les impacts à tous les niveaux d'un projet minier. C'est-à-dire que depuis l'exploration, en passant par le montage et le financement de la mine, puis ensuite l'exploitation et le traitement du minerai, ensuite bien sûr la fermeture et la réhabilitation, et in fine la gestion après-mine. Donc tout au long de ces différents stades, il faut savoir qu'il y a des impacts, que ce soit sociétaux, environnementaux, ou économique, et donc du coup il y a des bonnes pratiques à adopter. Donc les bonnes pratiques, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que légalement on n'y est pas obligé, c'est juste aller au-delà du réglementaire, mais ça participe, souvenez-vous, à la crédibilité et à la relation de confiance que doit établir un acteur qui souhaite faire de l'activité minière, qu'il soit industriel ou artisan, mais ça participe justement à obtenir ce permis social d'exploiter. Donc en est résulté finalement une collection qu'on appelle la collection Mine en France, que je vais vous distribuer en fin de stage, et qui est en fait distribuée en 13 tomes et qui relate toute la vie d'un projet minier, donc en expliquant toutes les techniques, que ce soit d'exploration, d'exploitation, de réhabilitation ou de suivi post-mine, également les impacts que ça peut avoir au niveau environnemental, sociétal ou économique, et les bonnes pratiques, donc pratico-pratiques, justement, qu'il faudrait appuyer pour limiter justement ces impacts. Donc c'est un document qui fait environ 700 pages, qui est tout en français, donc on vous l'a mis à disposition. Et pour rappel, justement, ce travail s'est fait notamment avec tout un tas de parties prenantes à l'échelle nationale en France, dont notamment le BRGM, qui est le Service géologique national. Donc ce qui pourrait être envisagé pour chacun de vos pays, c'est-à-dire que le Service géologique national a vraiment un rôle à jouer, justement, dans la responsabilisation de l'activité minière. En termes de conclusion, donc le concept de mine responsable, on pourrait résumer avec quelques principes directeurs, c'est-à-dire déjà avoir une reconnaissance et une acceptation des intérêts d'un tel projet minier par toutes les parties prenantes. C'est également anticiper. Alors c'est un exemple concret, c'est-à-dire que quand vous ouvrez une exploitation minière, l'après-mine, c'est pas au moment où tout est terminé qu'on va commencer à penser à l'après-mine. C'est-à-dire que l'après-mine s'anticipe. Elle est pensée dès le départ. Et justement, ça peut permettre de rassurer et donc justement d'avoir une plus forte crédibilité et d'instaurer justement cette confiance. Si vous arrivez devant les différentes parties prenantes en disant « nous, on va explorer, s'il y a potentiel, on exploite, mais en plus, on vous prévient, on va réhabiliter de telle façon et on va suivre ensuite de telle façon ». Également une transparence, la confiance dès le départ, ne rien cacher. Puisque s'il y a quelque chose, s'il y a des non-dits, etc., c'est forcément mauvais, c'est forcément suspect vis-à-vis de certaines parties prenantes. C'est également un respect, c'est-à-dire se mettre au niveau de chacun et ne jamais apparaître en position dominante. Vous êtes là pour proposer un projet qui doit être bénéfique pour tout le monde. Et ensuite, c'est rendre compte, c'est-à-dire ce permis social d'exploiter dans cette démarche de mine responsable. N'oubliez pas que ce n'est pas parce que vous l'avez acquis au départ qu'il va être acquis tout au long du projet. Donc il va falloir que vous prouviez que vous êtes bien dans les clous et de ce que vous avez estimé au départ, et donc du coup faire un suivi et rapporter au fur et à mesure. Enfin, c'est bâtir la confiance sur une information formatrice des parties prenantes. C'est leur expliquer le pourquoi du comment de cette activité sur place et les enjeux sociétaux de la mine. Souvent, notamment en Europe, les gens ont oublié que leur dernier téléphone à la mode, leur dernier écran d'ordinateur, leur dernière voiture, notamment voiture électrique, tout ceci à la base, ça vient de ressources minérales extraites du sous-sol, donc dans des mines. Donc ça, les gens l'oublient. Donc il faut qu'ils prennent aussi leurs responsabilités, c'est-à-dire que leur mode de conservation, leur mode de vie conditionne également l'activité minière. C'est ensuite favoriser le dialogue sur la base d'un échange d'égal à égal, donc c'est tout à fait dans le respect de ce qui est mis tout à l'heure dans les principes directeurs. C'est également une analyse partagée des bénéfices mutuels. Il faut vraiment que ça soit un bénéfice partagé entre toutes les parties prenantes.
Ensuite, c'est pouvoir fournir une documentation fiable et objective, c'est-à-dire impartiale. Alors ça, c'est difficile, mais il faut essayer de le faire pour justement continuer d'entretenir cette confiance et d'avoir ce permis social d'exploiter. Et finalement, le plus important, c'est vraiment tout au long d'un projet, c'est d'inviter et de dialoguer avec toutes les parties prenantes, y compris celles qui sont les plus opposées, les plus radicales. Voilà.